connu en fait la coopération franco-mexicaine des deux versants. Côté français, parce que pendant 12 ans, j'ai été responsable administratif en France du programme ECOSNOR, responsable du programme majeur de coopération scientifique. Et ensuite, ça fait déjà 8 ans que je vis au Mexique. D'abord, j'ai fait ma thèse et ensuite, comme chercheur, parfois enseignant, donc comme académique, comme on dit du côté mexicain. Donc, je connais à peu près les deux versants et les deux façons de penser cette coopération bilatérale. Ma thèse est une thèse d'histoire. Donc, j'ai fait ma thèse dans une faculté d'histoire, un institut de recherche historique, à l'université du Michoacán, ville que j'habite à Morelia. Elle a évolué, ma thèse. Elle a évolué à l'origine comme je voulais capitaliser mon expérience d'Écosse. C'est-à-dire que en France, par exemple, la thèse est souvent faite après la maîtrise, souvent faite avant 30 ans, et c'est le sujet de thèse, on va dire, génère ensuite sa vie professionnelle, enfin le sujet de sa vie principale sur sa vie professionnelle dans le cadre d'une carrière académique. Moi, j'ai fait un peu l'inverse. C'est un peu ma vie professionnelle qui a généré mon sujet de thèse, mais je devais l'historiciser. Donc, j'avais commencé ma thèse en réflexionnant sur le programme ECOS, qui est né en 94. Donc, j'ai eu la charge pendant plus de 10 ans, entre 2003 et 2015, de savoir quelle est la part de ce programme dans l'histoire de la coopération scientifique franco-mexicaine. Donc, j'avais commencé par faire antécédent du programme et histoire du programme. Mais ça résumait pas du tout Je dirais que j'ai eu un sujet beaucoup plus ambitieux au fur et à mesure que j'ai fait du travail d'archives. Donc, je suis dans les archives diplomatiques françaises, les archives diplomatiques mexicaines. Je me suis aperçu que la coopération en elle-même avait beaucoup d'antécédents et surtout c'était comme un puzzle un peu. Il y avait plusieurs organismes qui ont eu un poids très important dans l'histoire de la coopération franco-mexicaine scientifique, qui n'existe plus. Je pense au centre, le CST, qui est le Centre scientifique et technologique, qui a été majeur des années 60 à 90. L'IFAL a joué un rôle très important dans les années 50, à partir du moment où François Chevalier, l'historien, avait pris en charge donc cet institut français de renommée, donc dans les années 50, et a développé des réseaux, des tables rondes, donc il y avait surtout une autre époque où la conférence, par exemple, avait un autre poids. Il y avait moins d'échanges que maintenant, et les échanges étaient beaucoup plus qualitatifs. C'est-à-dire que c'était des choses que j'ai remarquées dans les archives diplomatiques. J'ai aussi fait les archives des centres de recherche, ceux du CNRS. J'ai essayé de faire d'autres, donc c'était un peu plus difficile, ceux de l'ORTOM, IRD, c'était un peu plus difficile à trouver. Et bon, c'était comme reconstituer un puzzle, et je me suis aperçu que cette idée de coopération était évolutive. À partir de quand on parle de coopération, logiquement, c'était le premier accord cadre de coopération entre la France et le Mexique, donc 1965. Et je me suis aperçu qu'il y avait de la proto-coopération, il y avait des proto-échanges bilatéraux. Tout ça devait être reconstitué. Et j'ai pris comme point de départ, finalement, l'entre-deux-guerres, parce que la France était à la fois en reconstitution, et ensuite le Mexique aussi, après la Révolution mexicaine. Il y avait donc une sorte de contexte commun, chacun, donc, et les échanges entre la France et le Mexique ont repris, parce que le Mexique, dans sa version moderne, a 2 siècles d'histoire. Le 19e siècle était déjà un sujet en soi, avec beaucoup de spécialistes, et surtout, les années de révolution ont un peu nettoyé cette part. Donc, il fallait un point de départ. Donc, j'ai trouvé ce point de départ de l'entre-deux-guerres et montré comment petit à petit s'est construit ces échanges scientifiques entre les deux pays. Rôle joué par certaines personnes, des visionnaires, je pense à Paul Rivet, je pense aussi à Guy Préfert-Péan, je pense toutes ces personnes ont joué un rôle pour institutionnaliser au fur et à mesure cette coopération. Il y a eu un rôle joué d'en haut par les accords cadres, il y a eu un rôle joué en bas par des chercheurs.
même quelquefois un rôle invisible. Moi, je pense que j'ai noté euh, le rôle très important de jeunes chercheurs postdoctorants dans les années 80 ont maintenu à flot la coopération parce que le Mexique a subi deux grosses crises en 82 en 86. Il n'y avait plus les moyens de faire de coopération dans les années 80 à un moment donné. Et ce sont les postdocs qui ont maintenu les réseaux. Et les doctorants et les postdocs ont maintenu ces réseaux. Donc, grâce surtout aussi aux bécasses CONACYT, aux bourses de CONACYT, qu'on joue un rôle important. Et la France a repris justement la coopération dans les années 90 en utilisant de nouveaux instruments. Il y a eu EcoStore, il y a eu le programme PCP, la recherche appliquée. Le CNRS a aussi développé le programme PRC. Et tout ça, donc, ça a montré un chemin qui va vers de plus en plus d'institutionnalisation et aussi un déséquilibre initial qui était forcément la France était offreur de sciences, le Mexique demandeur. Ça, c'était pas seulement un cliché, ça existait depuis le début. Et depuis, je veux dire, les années 90, 2000, 2010, on a un rééquilibrage. Bon, le 50-50 n'existe jamais en coopération, mais au moins, c'est plus du tout asymétrique comme ça l'était depuis le 19e siècle. C'est la grande évolution que j'ai vue dans ma thèse. Et on arrive aux résultats. Les résultats, c'est que j'ai trouvé, dans le cas de la coopération franco-mexicaine, parce que des coopérations bilatérales, on peut en faire des milliers, dans le cas de la coopération mexicaine, il existe des étapes, des points et des paramètres. J'avais noté jusqu'à 12 paramètres il y a le paramètre temps, bien sûr, et le paramètre langage. L'espagnol, français sont également des paramètres importants. Le degré d'intensité des échanges, les paramètres financiers. Je dirais qu'il y a trois points de vue. Moi, je commence toujours par le point de vue, le référent historique. Si vous lisez les articles de Jean Meyer, historien, sur je dirais le 19e siècle, ou de Javier Pérez-Tiller, un autre historien connu des relations, il parle d'asymétrie des relations franco-mexicaines en matière de sciences. Et ils ont raison que c'est toujours, c'est toujours à l'origine le chercheur français qui va au Mexique parce que c'est un terrain de recherche formidable. C'est un pays qui fait 4 fois la France. Il y a 63 dialectes. Il y a, il y a des civilisations entières à connaître ou à reconstituer. Enfin, quel que soit le domaine, même pour le médecin, c'est gigantesque le Mexique comme terrain scientifique. Et par contre, le Mexicain cherchait toujours à coopérer avec la France pour renforcer, comme on dit au Mexique, fortalecer, pour renforcer sa trajectoire, pour donner un peu de prestige à son laboratoire. Et c'était toujours un peu ce dilemme, hein. Mais ce qui est au cœur de la formation, ce qui est au cœur, pardon, de la coopération franco-mexicaine, c'est la formation, quel que soit le côté de l'Atlantique. Et je dirais qu'il y a, à travers ECOS, donc, j'ai pas trop noté, entre 2003 et 2015, un fort déséquilibre. Euh, Peut-être une plus forte exigence côté français, ça c'est sûr. Plus forte exigence. La France a toujours été élitiste, a toujours été également, a toujours basé la coopération sur l'excellence. Donc, il y avait une sélection très, très dure du côté français, puisque moi, j'étais donc le responsable administratif du programme. J'ai assisté à toutes les réunions, j'en participais j'avais mon point de vue aussi sur les points financiers et d'autres points administratifs. Et la sélection, il y avait à chaque fois 60 programmes, 60 projets chaque année mis sur la table. Il fallait en sélectionner 10. Donc, il y avait 50 projets avec parfois des grands noms de la science française à qui il fallait dire que son projet ne pouvait pas être accepté pour des raisons qu'il fallait faire des choix, bien sûr. Et c'était souvent, il fallait accorder nos violons avec le Mexique. Le Mexique n'avait pas trop cette sélection, seulement eux, ils avaient d'autres critères. Ils voulaient élargir le champ des possibles en coopération, donc qu'apparaissent de nouvelles universités. Ils mettaient l'accent, donc, je l'avais dit, sur la formation, donc les projets qui avaient beaucoup de doctorants ou comment dire, de formation doctorale étaient privilégiés. Donc, il n'y avait pas tout à fait les mêmes critères entre les deux.
la France basait tout sur l'excellence scientifique, et tandis que le Mexique cherchait toujours un petit côté utile à ses projets bilatéraux. Et au fur et à mesure, j'ai quand même vu apparaître une notion d'excellence surgir du côté mexicain au fil de la décennie que j'ai passée avec Osnor. Jusqu'à 2015, j'ai vu justement ce rééquilibrage du côté mexicain. Après, il y a un avant et un après pandémie qu'on n'arrive toujours pas bien à cibler maintenant. Je ne sais pas quels sont qu'ont été les effets de la pandémie depuis 2020 sur les échanges. Moi, je les vois sur mon sujet de recherche actuel sur l'internationalisation de l'éducation supérieure technologique. Tout a été fait par Zoom, on appelle l'internationalisation à la maison. Les échanges, la mobilité étudiante a été pratiquement réduite à une peau de chagrin durant 2 ans, faute de moyens, et puis avec les conditions qu'il y avait pour voyager, c'était pas terrible. Et là, on est en pleine restructuration de la mobilité dans ces établissements, et de façon générale au Mexique aussi. Donc, on s'est aperçu aussi que certaines mobilités pouvaient être faites par Zoom. Il y a 2 semaines, j'ai assisté à la réunion, au congrès donc, organisé justement par la Biframex à la CEP, à la CEP à Ville de Mexico. J'ai assisté et justement, ils m'ont présenté l'ambassade de France, enfin on appelle ça le service de coopération scientifique, a présenté les instruments actuels de la coopération scientifique. Et je me suis aperçu que ça n'avait pas changé depuis 2015 et que ECOS est mis en avant pour Amicos, justement, pour dire que c'est le principal moyen de faire de la coopération actuelle avec le Mexique. Et existe-t-il d'autres outils? Bien sûr que oui. Je pense que le programme du CNRS existe toujours. Les ANR, ça c'est un peu plus complexe, devraient aussi exister. Donc, il existe toute une panoplie institutionnelle d'en haut qui existe. Ce qui a augmenté et qui est moins visible, c'est la coopération interuniversitaire, d'université à université, avec les moyens propres de chaque université, même si chaque fois, c'est souvent l'université française qui donne un petit peu plus que l'université mexicaine. C'est normal, parce que les universités mexicaines sont souvent en crise, à part peut-être l'UNAM, même si l'UNAM ou Investab, non, enfin, les grands noms, mais la plupart des universités mexicaines ont très peu de moyens à proposer à leurs chercheurs pour faire de la mobilité jusqu'en Europe. Ça, c'est un fait. Donc, ces moyens, justement, passent par ces programmes de coopération, que ce soit à travers la France et COSNOR, ou l'Allemagne avec le DAD, ou avec le Japon. Tout ça, ils cherchent beaucoup de ces programmes bilatéraux, ils sont très demandeurs de ces programmes justement pour maintenir ces programmes de coopération. Donc, l'intérêt des équipes mexicaines, c'est toujours un intérêt utilitariste, voire financier, pour pouvoir financer des projets qu'ils ont, mais que l'état des finances actuelles ne permet pas de faire du côté mexicain. Et l'intérêt du côté français, donc un jeune chercheur qui fait de la coopération avec le Mexique, je dirais que ECOS reste le principal moyen, avec l'effet de levier qu'a ce programme. J'ai aussi la philosophie du programme, parce que je pense que ça n'a pas trop évolué. L'idée d'ECOS, c'est de ne pas renouveler sans cesse les mêmes personnes qui vont voyager au Mexique, parce que ces réseaux existent depuis 30-40 ans, c'est de créer des nouveaux réseaux. Et donc, l'un des critères aussi que je n'ai pas mentionné, c'était le renouvellement des réseaux scientifiques. Quand une nouvelle équipe sérieuse apparaît dans le panorama de la coopération, il faut l'aider. Ça, c'était la philosophie des COS il y a 7 ans. Je pense qu'elle n'a pas changé. Alors, c'est une évolution. Moi, j'avais fait une enquête la fois quand j'étais à ICOS en 2013 pour les 20 ans du programme, et aussi une autre dans le cadre du dernier chapitre de ma thèse, parce que j'ai pas fait que de l'histoire dans ma thèse, j'ai aussi fait un peu de sociologie comment on appelle ça, des réseaux et des réseaux scientifiques. Et donc, j'avais posé, j'avais fait une enquête auprès de 100, principalement 100 responsables de projets
scientifiques franco-mexicains, parmi lesquels je posais la question: et pourquoi vous faites de la recherche? Et j'avais noté plusieurs types de réponses très intéressantes. Et souvent, j'ai même des réponses assez cash. Certains me répondaient des réseaux scientifiques parce qu'ils avaient besoin de liquidité ou de financement. Et que ECOS ou comment dire, la coopération franco-mexicaine offrait des financements pour leurs propres recherches. Juste ce type de réponse. Et donc, j'avais noté qu'il y avait pratiquement deux types de réponses de ces chercheurs. Réponses des perspectives de coopération compensatoires, donc parce qu'ils n'ont pas les moyens, de faire, ils n'ont pas les moyens du bord pour faire normalement de la recherche, et d'autres perspectives complémentaires. C'est souvent ceux qui ont plus de moyens, mais qui ont besoin d'élargir leur coopération, parce que qu'est-ce que la coopération franco-mexicaine vue du Mexique, sachant que le Mexique est quand même scientifiquement très dépendant des États-Unis.